Mesdames et messieurs, nous allons donc continuer notre programme et pour l'instant, nous avons eu 3 sessions. Nous allons maintenant parler d'argent. Donc, c'est une session sur le financement. C'est très réjouissant et nous avons d'excellents panélistes à la tribune. Nous avons également des rapporteurs et un modérateur. Donc, le modérateur est Neil Dott. Donc, vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Merci de prendre place le plus vite possible. Nous abordons un sujet extrêmement important. Il s'agit du financement. Bienvenue à cette session. Je félicite les organisateurs et l'hôte pour cet événement qui est d'excellente qualité pour l'instant. J'espère que vous l'appréciez autant que moi. Je m'appelle Neil Dott. Je représente Aquafed. Je suis modérateur pour cette session, mais j'espère que vous m'entendrez aussi peu que possible. J'ai la chance d'avoir reçu ce rôle. Pour cette session et la session suivante sur la gouvernance, eh bien, nous avons des questions qui sont intimement liées. Je suis sûre que nos panélistes vont parler de la gouvernance aussi. Je suis ravie d'avoir d'excellents panélistes derrière moi. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Nous savons tous que le modèle de financement du secteur actuel est tout à fait insuffisant pour atteindre les objectifs de développement durable et nous nous concentrons donc sur l'accélérateur de l'ODD 6 et notamment on va se concentrer sur le financement des eaux souterraines. Nous allons parler des financements existants, nous allons parler des ressources, des cibles et des bénéficiaires et nous allons aussi parler des défis de financement, des domaines prioritaires et des opportunités. Nous avons déjà 5 minutes de retard, donc nous allons essayer de faire le plus vite possible. Maintenant, je me tourne d'abord vers son Excellence, Monsieur Nizar Baraka, qui est ministre de l'Équipement et de l'Eau du Royaume du Maroc. Il va se diriger vers la tribune et je vous propose d'applaudir son équipe de football au passage, puisque la performance de cette équipe est excellente. Je m'arrête là pour les références au football, je vous le promets. Monsieur Baraka, vous avez la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour participer aux travaux du sommet des Nations Unies sur les eaux souterraines. Et je remercie l'ONU, l'UNESCO, la FAO et les autres organisations pour cette invitation et pour les efforts accomplis pour la bonne préparation et organisation de cette session. Je voudrais tout d'abord, pour parler du financement des eaux souterraines, rappeler que la problématique du financement ne pourra être réglée que si on avance certainement dans le domaine de l'adaptation et de la mobilisation des fonds pour l'adaptation. Et dans ce cadre-là, nous considérons qu'il est essentiel de poursuivre en fait cette mobilisation de fonds pour atteindre les fameux 100 milliards de dollars par an qui étaient prévus dans le cadre des accords de Paris, mais également qu'il est aussi important pour pouvoir rendre cela possible, mettre en place des métriques pour pouvoir évaluer en fait les impacts de l'adaptation. Et c'est ce qui permettra de mobiliser suffisamment ces fonds. Et le Maroc travaille sur ces métriques avec un certain nombre d'organisations et de pays amis pour pouvoir avancer sur ce point. Mais au-delà de ce qui se fait sur le plan international, ce qui doit être fait sur le plan international, je voudrais vous parler de l'expérience marocaine et vous dire qu'aujourd'hui, le financement du secteur de l'eau se fait essentiellement à partir, je dirais, du budget de l'État. Et je dois dire que nous sommes inscrits dans le cadre d'une budgétisation sensible au climat que nous avons mis en place pour veiller à ce que tous les projets qui sont financés par le budget de l'État doivent absolument être conformes aux impacts et aux objectifs de développement durable que nous avons inscrits dans le cadre des Nations Unies, mais aussi nous inscrire aussi dans le cadre des contributions des NDCs du pays. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous avons un financement qui est basé sur 4 points essentiels.
Le premier point, c'est ce dont on a parlé, c'est la budgétisation donc sensible au climat avec le budget qui a été pour cette année doublé suite aux orientations qui ont été données par le souverain en la matière. Deuxièmement, nous nous basons aussi sur le partenariat public-privé. Et comme vous le savez, le Maroc est en train de lancer un programme très important sur le dessalement de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes à 143 millions de mètres cubes d'eau dessalée et nous allons dépasser à l'horizon 2027 les 1,2 milliard de mètres cubes d'eau dessalée. Il faut rappeler que l'eau potable au Maroc, nous consommons l'équivalent de 1,3 milliard de mètres cubes, c'est-à-dire on va passer de 11% de capacité à plus de 70 à 80% de nos besoins qui pourra provenir de l'eau dessalée. Et ça, c'est quelque chose qui va jouer un rôle très important, en plus du reuse, pour pouvoir préserver les eaux souterraines. Et pour ce faire, nous avons eu accès au partenariat public-privé et nous le faisons aussi avec l'Office chérifien des phosphates qui, pour ses propres besoins, a été amené à développer et à dessaler de l'eau et qui va le faire également pour l'agriculture et pour, je dirais, les besoins de l'eau potable pour les villes qui nous semblent essentielles. Nous avons également mis en place et lancé aujourd'hui le transfert de l'eau, c'est-à-dire le lien entre les bassins, et ce transfert va nous permettre de faire en sorte à ce qu'une quantité importante d'eau qui allait vers la mer, qui va être déplacée vers les zones qui en ont le plus besoin, et c'est aussi une manière de réduire en fait l'impact et la pression sur les eaux conventionnelles, et donc évidemment les eaux souterraines. Et pour ce faire, le financement a été fait avec les collectivités territoriales et les régions. Donc ce sont les régions qui ont financé ce grand projet de transfert d'eau. Donc les collectivités territoriales ont aussi joué un rôle important, et notamment les régions, pour le financement des petits barrages. Alors ces petits barrages vont être utilisés essentiellement pour faire face aux inondations, mais aussi pour la réalimentation des eaux souterraines et des nappes souterraines. Et aujourd'hui, donc, nous avons lancé l'équivalent de 129 barrages qui est à l'horizon 2024, et nous aurons 200 autres barrages qui vont être réalisés à l'horizon 2027. Un autre point sur lequel je voulais parler, c'est que, et ça a été dit par Madame la directrice générale tout ce matin, il est très important d'avoir une connaissance de l'eau, de ce que nous avons au niveau des eaux souterraines. Et pour ce faire, nous avons signé également une convention avec l'Agence nationale de la conservation foncière pour établir un cadastre basé sur l'eau, c'est-à-dire savoir exactement quels sont les puits que nous avons, quelle est la profondeur de ces puits, quelle est cette eau qui est utilisée, et pour pouvoir avoir une réalité, une cartographie des eaux souterraines au niveau de notre pays et ses capacités. Et c'est aussi, ce qui est aussi important, pour le financement du monitoring et du suivi de la qualité de l'eau, nous avons au niveau du Maroc des agences de bassins hydrauliques. Donc ces agences en fait reçoivent des redevances, et nous avons veillé à ce que ces redevances soient beaucoup plus importantes dès lors qu'il y a une surexploitation des eaux souterraines, pour avoir une sorte de tarification qui correspond au coût de remplacement de l'eau, pour maintenir en fait et réalimenter ces eaux souterraines dans le futur. Et nous inscrire dans une logique de recherche artificielle des nappes souterraines ou de prospection des nappes profondes. Et aussi, un élément important sur lequel nous travaillons, c'est que nous avons aussi décidé de mettre en place des compteurs intelligents au niveau des puits, et que tout projet d'investissement sera lié à ce qu'il y ait des compteurs donc au niveau des différentes puits, pour avoir l'information au fur et à mesure de l'utilisation des eaux souterraines, et ce qui nous permettra de compléter en fait notre système d'information. Enfin, pour conclure, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que
nous considérons que le fait d'avoir mis en valeur en fait la problématique des eaux souterraines est quelque chose de remarquable, et je tenais à rendre hommage à l'UNESCO et à la FAO en fait pour tout le travail qui se fait dans le cadre du programme hydrologique international, qui est un programme qui nous permet aussi, dans le cadre d'avoir une coopération technique dans le domaine de la préservation des eaux souterraines, et aussi de pouvoir, pour la préservation de l'eau, c'est ce que nous avons fait, c'est que nous sommes en train de revoir en fait la cartographie des cultures dans notre pays, pour faire en sorte à ce que les cultures qui consomment beaucoup d'eau ne soient plus subventionnées et qu'on puisse encourager à une véritable relecture en fait de la cartographie des investissements futurs au niveau agricole. Et je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un excellent exemple d'approche holistique et conjointe à la gestion des eaux souterraines. Et maintenant, je vais donner la parole à Marie-Laure Métayer. Elle est assistante, ou plutôt sous-directrice de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique et de la cohésion territoriale de la France. Donc, voilà, vous avez la parole. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, alors je tiens tout d'abord à m'associer au remerciement de Monsieur le ministre envers l'UNESCO d'avoir organisé cette conférence de conclusion de l'année internationale sur les eaux souterraines, et remercier également la FAO en particulier pour l'organisation de cette session sur le financement. Alors, les eaux souterraines, c'est particulièrement important en France puisque c'est plus de 50% de l'approvisionnement en eau potable, donc un joyau sur lequel nous essayons de veiller au mieux. Alors, avant d'aborder l'expérience française en matière de financement de l'eau, je voulais revenir sur quelques éléments d'organisation et de contexte, puisque les deux sont très liés. Alors, en France, depuis 1960, on a adopté plusieurs lois de gestion de l'eau. Le principe, dès le départ, a été de ne pas distinguer les eaux superficielles et les eaux souterraines. On considère que l'eau est un tout et fait partie du patrimoine commun de la nation, comme ça a été défini par la loi de 1992. Et de ce fait, cette loi prévoit également qu'elle doit faire l'objet d'une gestion équilibrée et qu'elle constitue une ressource que l'on doit partager. Alors, l'organisation qui a été mise en place par la loi de 1964 a instauré une organisation par des organismes de bassin, avec des agences de l'eau et des comités de bassin, qui sont des lieux de dialogue entre les usagers, les collectivités, les industriels, les agriculteurs, les organisations non gouvernementales, les associations de consommateurs, les administrations. On a donc des instances de gouvernance territoriale donc pour pouvoir gérer au plus proche des réalités des problématiques de l'eau. Alors les agences de l'eau ont été des modèles pour la création d'autres gouvernances de bassins ou de masses d'eau qui sont réunies dans le réseau international sur les organismes de bassins. Elles ont un rôle extrêmement structurant en France dans le financement de la politique de l'eau. Alors bien entendu, notre réglementation se décline via les textes européens, notamment la directive 4 sur l'eau, bien entendu, et toutes ces directives filles, en particulier également la directive eau potable. Et ce qu'il est important aussi de signaler, c'est que donc le gouvernement, le ministère de l'écologie en charge de la politique de l'eau, s'appuie sur un certain nombre d'établissements publics tels que l'Office français de la biodiversité, l'Institut d'agronomie, le Bureau de recherche minier, voilà, pour pouvoir piloter cette politique de l'eau. Alors, il y a un élément quand même important qui s'est passé cet été en France, c'est que nous avons dû affronter brutalement la réalité du changement climatique, même si les scientifiques, bien sûr, alertent depuis longtemps. Nous avons une crise tout à fait inédite par son intensité, puisqu'on a eu 33 jours de vagues de chaleur, c'est un nouveau record depuis 1947. Nous avons eu également une crise qui est inédite par sa durée, puisque nous étions encore en période de sécheresse en octobre, et encore aujourd'hui, il y a des départements qui sont en restriction d'eau, également inédite par sa durée, et par son extension, puisqu'en fait,
phénomène nouveau également, c'est que cette crise a touché tout le territoire français, y compris les régions traditionnellement bien arrosées, comme la Normandie ou la Bretagne. Donc tous ces éléments-là ont été un peu un électrochoc par rapport à ce que, encore une fois, ce sur quoi beaucoup alertaient. Nous avons donc été collectivement confrontés à cette gestion de crise hors norme, et dans ce contexte, le gouvernement a lancé un exercice de retour d'expérience afin de tirer tous les enseignements de cet épisode et surtout pour être prêt à affronter l'été prochain et les étés suivants en se mettant peut-être malheureusement dans une logique de sécheresse consécutive. Donc au-delà de la gestion de crise, c'est bien toute la gestion structurelle qu'il va falloir faire évoluer, même si les outils dont on disposait avaient déjà montré leur efficacité. De ce fait, les ministres ont engagé un chantier dédié à l'eau en septembre dernier et qui va donc s'inscrire dans un grand chantier de planification écologique. Et ce plan, il va aboutir à un plan d'action qui va être lancé donc en tout début d'année prochaine. Et il travaille autour de 3 axes, avec aussi les volets de financement, bien entendu, qui font l'objet des travaux de ce plan. Donc 3 axes autour de la sobriété des usages, de l'accès à l'eau potable de qualité et de la restauration du grand cycle de l'eau, ces 3 piliers étant à gérer de façon complètement intégrée, puisqu'on a bien vu qu'effectivement les problèmes de qualité de l'eau recoupaient les problèmes de quantité de l'eau cet été, et qu'on a vu également qu'il fallait évidemment travailler sur la protection des milieux pour pouvoir être beaucoup plus résilient face au changement climatique, donc travailler sur ce grand cycle de l'eau. Alors sur la question donc, du financement, donc, depuis la loi de 64, comme je l'ai déjà indiqué, la France s'est dotée d'une organisation autour des 6 bassins versants de nos grands fleuves. Ce sont les fameux organismes de bassins qui collectent une redevance sur les divers usages de l'eau. Sur les divers usagers de l'eau, donc auprès donc, des collectivités pour l'eau potable, des industriels, des agriculteurs. Ces 6 agences de l'eau sont des établissements publics de l'État à caractère administratif. Elles sont sous tutelle du ministère de la Transition écologique et elles participent à la mise en œuvre des politiques de l'eau et de la préservation de la biodiversité. Donc cette organisation par bassin, elle est adossée, c'est important, à une gouvernance décentralisée, les fameux comités de bassin, qui sont des parlements de l'eau, dans lesquels siègent tous les acteurs de la gestion de la ressource. On va retrouver les collectivités, les industriels, les agriculteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les associations de défense du consommateur et de la nature. Alors cette organisation, elle a montré ses vertus et ses avantages en termes de péréquation en faveur des territoires ruraux, de solidarité à Mont-Aval aussi, et d'adaptation des politiques d'aide aux réalités territoriales, en termes de partenariat et de consentement à payer. Pour le compte de l'État et du comité de bassin, leur objet est de contribuer à l'atteinte du bon état des eaux et à la préservation des écosystèmes naturels. Donc, ces objectifs sont atteints par des interventions financières, bien sûr, par la construction de développement d'outils de planification et par la production de la gestion de données sur l'eau pour la connaissance, la gestion et l'évaluation. Ce qui est important, c'est que donc, ces agences contribuent également à l'aide publique au développement en finançant des actions de coopération décentralisées. Donc on est vraiment donc, dans une mise en œuvre localisée à l'échelle des territoires de la politique de l'eau. Et pour financer ces actions, donc, les agences de l'eau vont percevoir des redevances auprès des usagers, comme ça a été donc, déjà indiqué. Et ce qui est important de savoir, c'est que ça fonctionne par un système de double plafonnement, c'est-à-dire que les agences de l'eau ont un plafond de recettes et un plafond de dépenses. Le plafond de recettes est de 2,156 milliards d'euros via la loi de finances. Donc ces agences de l'eau vont pouvoir redistribuer ces redevances sous forme d'aide, conformément à un programme d'intervention qui est adopté sur 6 ans par les fameuses instances de gouvernance, donc les comités de bassin. Donc ce plafond de recettes, comme je l'indiquais, il est voté, il est revalidé en loi de finances chaque année. Au-delà de ça, il y a aussi donc un plafond donc de dépenses qui, lui, peut faire l'objet d'une révision sans passer en loi de finances. Alors, comme d'autres opérateurs, les agences de l'eau participent à l'objectif de maîtrise des dépenses publiques et de limitation de la pression fiscale qui pèse sur les Français, les entreprises.
Ce qui fait que c'est toute la logique de ne pas, depuis plusieurs années, rehausser ce plafond de recettes qui reviendrait à augmenter la fiscalité et donc à augmenter la pression sur donc, les collectivités et les citoyens. Excusez-moi, pouvez-vous, s'il vous plaît, abréger? Yes. Sorry, I'm very sorry to interrupt you. Donc là, nous sommes au 11e programme d'intervention 2019-2024 qui vont donc se terminer à la fin de l'année 2024. On est en train de préparer donc la prochaine programmation pour 6 ans, donc 2025-2030. Ce que je souhaitais également ajouter juste pour terminer, c'est qu'à côté de ces financements par les agences de l'eau et les redevances avec ce principe pollueur-payeur, également, on a un gros programme qui doit permettre de renforcer la connaissance, un programme exploratoire de recherche pour 53 millions qui va structurer la recherche autour de l'eau et des actions vis-à-vis du changement climatique. Voilà un petit peu. Et donc, en conclusion, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que l'ensemble du dispositif français a bien pour vocation la gestion équilibrée de la ressource, un partage de l'eau, une utilisation raisonnée qui doit permettre à tous d'appréhender la nécessité d'une action commune afin que l'utilisation de la ressource en eau se fasse dans le respect des besoins de chaque activité, de l'homme et de la biodiversité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Très bien. Alors, passons tout de suite à la suite. J'espère que les prochains intervenants respecteront les 5 minutes imparties. Ils auront des chocolats s'ils y arrivent. Voilà, donc le prochain intervenant est monsieur il est responsable de l'eau et des terres à la FAO. Bonjour, donc il s'appelle monsieur Abdouraham Maki. Bonjour mesdames et messieurs, chers collègues. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous parler de l'état des eaux souterraines et de leur développement malgré les contraintes liées au manque de financement dans beaucoup de pays. Ce manque de financement est présent même dans les pays où les eaux souterraines représentent une partie très significative de l'eau consommée par l'agriculture, l'industrie et les foyers. Alors, que faire pour adopter des trajectoires de financement nationales pour l'eau? Au début de l'année 2021, la FAO et l'OCDE ont organisé une table ronde sur le financement de l'eau pour l'agriculture. L'objectif, pendant le G20, il a été la nécessité de renforcer l'environnement propice aux investissements durables et de mobiliser toutes les ressources financières et non financières a été reconnue au niveau national, international, public et privé, dont le financement PPP pour répondre aux défis en matière d'eau et de fossés de financement. Beaucoup d'événements et de réunions ont été organisés par la FAO. Il y a eu les journées les journées Taereo à Rome, organisées par la FAO, la COP 27 en Égypte à Sharm el-Sheikh et une initiative a été lancée également pour l'eau au service du développement durable. D'ici 2030, l'objectif est d'assurer la viabilité des systèmes alimentaires et une action a été menée sur l'adaptation pour l'eau. Puis, il y a quelques semaines, le dialogue de Rome sur l'eau était un événement clé qui a été organisé par la FAO en amont de la conférence de l'ONU sur l'eau de 2023. Son but était de sensibiliser sur le rôle de l'eau pour atteindre les objectifs de développement durable. Les ODD également tisser des liens plus forts entre le secteur de l'eau
et le secteur le plus gourmand en eau, qui est le secteur de l'agriculture, mais également développer des solutions innovantes et des actions pour l'avenir, et d'échanger sur la feuille de route nationale en matière d'eau, qui est une stratégie propre au pays pour atteindre les engagements internationaux et les ODD au niveau national. D'ici à 2050, la production de denrées alimentaires, de fibres et de fourrage va devoir augmenter de 50% par rapport au niveau de 2012 pour répondre à la demande qui augmente. Si nous conservons le status quo, cela représente 35% de plus d'eau douce, et nous avons déjà des ressources très rares. Cela a été souligné dans le rapport FAO SOLAV 2021, l'état des ressources en terre et en eau pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde des systèmes au bord de la rupture. Ces 10 dernières années, le Centre d'investissement du FAO a soutenu la conception de projets et la mise en œuvre de projets, ce moins 120 projets qui représentaient 17 milliards de dollars américains et dans 65 pays différents. Des investissements donc en termes d'eau bleue, d'eau verte, d'eau grise, d'eau marron, pour des avantages en termes d'eau souterraine, en matière d'infiltration, de remplissage, de stockage, de qualité de l'eau et de contrôle de la pollution. Le programme de fonds renouvelables des États-Unis, dont le prochain panéliste va sûrement parler, est un modèle intéressant qui a été répliqué dans d'autres pays. Il s'agit ici de la séparation de la gouvernance pour le financement, la mise en œuvre, le contrôle et l'aide. Et cela permet de soutenir des projets durables. Autre initiative, le Fonds à impact d'eau durable. Est-ce que vous pourriez terminer votre présentation? Je vous remercie, dit le modérateur. Cette initiative est également très intéressante et je pense qu'on en parlera lors de la séance prochaine, mais c'est un exemple qui nous montre ce que les modèles financiers peuvent réellement faire. Et voici donc ma dernière diapositive. J'aimerais tout simplement dire que en termes de financement international, les institutions doivent s'assurer qu'il y a une meilleure répartition des coûts et des bénéfices et que des modèles financiers existent, qu'ils sont disponibles. Et il existe également des success stories, comme on dit en anglais. Il faut tous qui peuvent inspirer à la mise en place d'un environnement propice à l'investissement pour l'eau. Merci. 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 Je suis désolée de devoir vous presser ainsi. J'ai l'impression de devoir presser tout le monde, mais je vais maintenant me tourner vers Franz Rojas, le directeur de l'unité analyse eau et assainissement de la Banque de développement d'Amérique latine, la CAF. Vous n'hésitez pas à respecter les 5 minutes de temps de parole. Merci pour cette invitation. Alors, nous ne sommes pas sur la bonne voie en termes de l'ODD 6. Nous n'allons pas l'atteindre si nous restons sur ce chemin-là. Et donc, il nous faut trouver des initiatives pour combler le fossé de financement. Et je vais me concentrer sur comment nous pouvons combler ce financement avec de la finance réparable. Alors, il y a différents systèmes. Le système traditionnel avec les prêts traditionnels pour les financements de projets d'investissement, pour les équipements. La Banque de développement d'Amérique latine a assuré des liquidités pour les équipements. Par exemple, nous avons également soutenu différents fonds fiduciaires et des fonds communs de créances. Autre système traditionnel, le Fonds pour l'environnement mondial et également le Fonds d'adaptation. Et nous pouvons
assurer également une combinaison des prêts traditionnels avec d'autres choses, avec le Fonds pour le climat, par exemple. C'est ce que fait la CAF. Nous pourrons également parler des systèmes non traditionnels. Il s'agit ici de combler le fossé, tel que par exemple le paiement pour les environnements, pour les services de l'environnement. Alors, j'aurais aimé parler de ce cas-là, mais je n'ai pas assez de temps. Et il y a également des systèmes innovants, tels que par exemple les obligations vertes, qui peuvent être utilisées par les pays, par les institutions ou par d'autres acteurs. Encore, nous avons donc différents exemples. La CAF a octroyé des obligations vertes ces dernières années et nous avons également différentes entreprises fournisseurs qui utilisent les obligations vertes pour financer des projets verts également. J'aimerais très rapidement parler du financement mixte privé-public qui est donc le fait de passer par la finance pour le développement en mobilisant la finance commerciale. Et donc, le financement mixte est essentiel. Ce qu'il faut souligner, c'est l'importance de la finance additionnelle qui s'ajoute à la finance de développement. Donc, c'est cette finance commerciale qui vient s'y ajouter. Au sein du Conseil pour la météo internationale, nous avons publié 2 rapports très intéressants. Le premier sur le financement mixte. Nous sommes intéressés à 10 cas très intéressants, des cas fructueux, et nous avons identifié 10 critères, donc les liquidités internationales et encore d'autres critères. Et comme vous le voyez, ce sont les critères principaux qui structurent un bon système de financement mixte public-privé et qui va permettre d'attirer plus de capitaux. C'est un document qui n'est pas écrit pour les experts en finance, mais qui est écrit pour les experts météorologiques. Donc, je vous invite à lire ce document. Deuxième rapport qui se base sur les solutions fondées sur la nature. Nous avons donc comparé différentes alternatives, telles que celles que je présente. Ces 2 mécanismes qui sont à l'écran, donc les prêts liés à la durabilité et les obligations liées à l'impact environnemental sont très intéressantes. Une municipalité, par exemple, peut octroyer des obligations à un investisseur s'ils atteignent certains résultats, ou ils peuvent les pénaliser s'ils n'atteignent pas les résultats attendus. En termes, par exemple, on pourrait prendre un exemple de réduction des inondations. Autre exemple, un système qui se base sur les taux d'intérêt avec une réduction ou une augmentation des taux d'intérêt si les résultats sont atteints ou non. Donc, ce sont 2 exemples très intéressants qui sont affichés à l'écran et qui permettent plus de résultats. Nous avons d'autres systèmes tels que les fonds d'investissement à impact et également des obligations qui se basent sur les solutions basées sur la nature. J'aimerais donc terminer avec ma dernière diapositive. En effet, je pense qu'après la pandémie, il est nécessaire de rappeler que la reprise économique doit être plus verte, qu'il nous faut plus d'efficacité des ressources financières actuelles. Il faut éviter de saturer le marché en termes de finances commerciales. Et il est même nécessaire que les grandes institutions financières, les IFI, prennent des engagements. La CAF, par exemple, la Banque de développement d'Amérique latine, a pris ces engagements pour les 4 années à venir. Elle compte multiplier par 2 ces investissements verts et bleus. Merci pour cette présentation. Nous parlons maintenant d'actions concrètes et je recommande de lire les documents dont a parlé Franz. Ils sont très faciles à lire. Nous allons maintenant nous tourner vers nos panélistes. François Berton, je me tourne vers vous, qui est un spécialiste principal en gestion de la ressource d'eau à la Banque mondiale. François, j'ai une question. Pourriez-vous nous parler de
des besoins actuels en termes de financement des eaux souterraines, en prenant en compte ce que vous avez entendu et l'approche de la Banque mondiale. Merci beaucoup. Alors, lorsque nous avons préparé cette session, nous nous sommes posé la question suivante. Combien d'argent est-ce que nous dépensons dans les eaux souterraines? Et nous n'avons pas la réponse, nous ne savons pas. Et donc, nous avons tenté d'évaluer combien de nos projets prennent en compte les eaux souterraines. Et en ce qui concerne la Banque mondiale, nous mettons en place environ 60 projets par an qui prennent en compte les eaux souterraines, et cela représente 3 milliers de milliards de dollars par an. Alors, c'est un chiffre très important, mais lorsque l'on rentre dans les détails maintenant, nous voyons qu'en termes d'investissement, et surtout lorsqu'on parle de l'infrastructure des eaux souterraines, nos investissements sont limités. Donc, les infrastructures des eaux souterraines, les puits de pompage, par exemple, et les puits ne représentent que 2,5% de l'investissement pour nos projets. Mais nous savons qu'il existe des contraintes, des limites. En effet, il manque des structures à la surface pour pouvoir puiser les eaux souterraines et pouvoir approvisionner en eau souterraine. Alors, une fois que cela est dit, en ce qui concerne le volume total d'investissement dans l'infrastructure de l'eau souterraine, nous pouvons nous intéresser aux faiblesses. Première faiblesse et faiblesse principale que nous avons identifiée, et d'ailleurs nous tentons de travailler là-dessus, et nous savons également que d'autres organisations s'attellent à cette tâche, il s'agit ici de la qualité de l'infrastructure des eaux souterraines, notamment en ce qui concerne donc les puits et les puits de pompage. Nous savons qu'il y a un manque de qualité en termes d'investissement à ce niveau-là. Ces infrastructures devraient durer 40 à 50 ans, mais elles ne durent que 10 ans, puis elles deviennent obsolètes. Et ces investissements ont également un très grand effet sur la durabilité des infrastructures, sur la durabilité des entreprises qui fournissent ces infrastructures. En effet, il y a un effet direct également qui se répercute sur le coût de l'énergie. Donc, nous devons travailler à ce niveau-là, au niveau des institutions financières, mais également au niveau des gouvernements. Il nous faut améliorer nos infrastructures, donc les puits et les puits de forage. Alors, en ce qui concerne maintenant, pour continuer notre discussion sur le financement des eaux souterraines, cela a déjà été dit plusieurs fois ce matin, mais le plus grand défi concerne la connaissance des eaux souterraines. Comment financer cette connaissance des eaux souterraines ou de l'expertise en eaux souterraines? Il faut que cette expertise puisse guider les législateurs pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles. Et comment financer ces connaissances et cette expertise? Alors, ce n'est pas avec nos solutions traditionnelles financières. Nous ne pouvons pas avoir un projet quinquennal ou un projet sur 7 ans. En effet, lorsque l'on parle de la connaissance des eaux souterraines, nous savons que c'est un processus sur le long terme, continu. Et lorsque l'on parle d'expertise, cela veut dire de la formation aux experts, aux doctorants. Et je vais donc terminer mon intervention. Alors oui, j'avais une question, dit le modérateur. Vous parlez donc des capacités au niveau local, qu'il y a un défi en termes de capacité au niveau local, au niveau de l'ingénierie, du volet technique. Est-ce que le défi se trouve là? Alors, l'eau souterraine est invisible, comme nous le savons. D'ailleurs, c'est la devise, c'est le message de cet événement. Et donc, il faut que la science et les scientifiques guident les législateurs. En effet, comment mettre en place un contrat de nappe si vous n'avez pas les bonnes connaissances, les ressources disponibles également? De plus, il faut également prendre en compte ces connaissances. Il faut qu'il y ait une sensibilisation également au niveau des utilisateurs de l'eau.
Et je terminerai ma présentation sur l'investissement. Alors, l'investissement n'est pas un grand défi. Alors, c'est un peu une contradiction, mais dès qu'il s'agit d'irrigation par les agriculteurs, nous savons que l'eau souterraine peut être utilisée pour une agriculture résiliente et peut nous amener vers la sécurité alimentaire, notamment à travers des initiatives d'irrigation des agriculteurs avec de l'eau souterraine. Et ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui doivent financer ces projets-là. Mais il faut que l'on trouve les bons instruments financiers pour le faire. Merci pour cette présentation. Des commentaires très intéressants. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers Xavier Leflaive. Et Xavier, je pense que je vais vous poser la même question. Xavier est chef de l'équipe eau à la direction de l'environnement de l'OCDE. Xavier, j'ai la même question pour vous, et d'ailleurs, vous pouvez rebondir peut-être sur ce qu'a dit François. Alors, bien évidemment, j'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit, mais je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Je voudrais tout simplement dire que l'eau souterraine est particulièrement invisible lorsque l'on parle du financement de l'eau et financement de l'eau souterraine. C'est le premier panel auquel je participe sur le financement de l'eau souterraine. Je vais me concentrer sur le fossé, comment combler ce fossé. Et avant de parler d'augmentation du volume de l'eau, qui serait une pression sur les eaux souterraines, je pense qu'il y a d'autres priorités à souligner. Premièrement, mieux utiliser les actifs disponibles. En effet, François l'a dit, nous avons construit une infrastructure que nous allons devoir reconstruire. Mais si nous pouvions allouer plus d'argent à des meilleures opérations et des meilleures infrastructures, nous pourrions ainsi allouer de l'argent plus efficacement sur le long terme. J'aimerais maintenant vous parler des opportunités pour rediriger les flux actuels qui continuent d'exercer de la pression sur les eaux souterraines. Vous le savez tous, il y a des subventions qui accélèrent le forage, le pompage et également nous amènent à moins d'eau souterraine. Mais toutefois, le financement, si nous redirigeons les flux de financement vers des projets de sécurité alimentaire, il y aurait un changement de la situation. J'aimerais également parler de la justice. Je pense qu'il y a un grand défi en termes de mauvais allouement des ressources et des ressources financières qui est directement affecté par l'épuisement des ressources en eau. Qui a besoin de ces eaux souterraines? Je pense qu'il faudrait cibler ces personnes lorsque l'on parle des financements et des aides financières et du soutien également. Il nous faut mieux utiliser les financements qui sont déjà disponibles. Et comment le faire? Eh bien, nous pourrions mettre en place des politiques d'eau, par exemple. Il y a des initiatives également à mettre en place en termes de la vision que nous avons de l'eau. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la présentation du Maroc sur les ressources alternatives qui peuvent réduire les pressions sur les eaux souterraines. Autre instrument, les politiques économiques. La France, d'ailleurs, avait mis en place une redevance particulière. Et en effet, à travers la mise en place d'une taxe, la France a pu contribuer à la durabilité des eaux souterraines et également au remplissement des eaux souterraines et des aquifères. Il faudrait également prendre en compte les différentes communautés, les communautés agricoles, par exemple, d'autres communautés, et entendre et les informer à propos des eaux souterraines afin qu'ils
s'arment pour l'avenir. Enfin, dernier point, comment impliquer les entreprises et les institutions financières pour s'assurer qu'ils soient sensibilisés et qu'ils savent que leurs actions, leurs choix peuvent soit exercer encore plus de pression sur la durabilité des eaux souterraines ou, à l'inverse, que leurs choix et leurs actions aient un effet positif sur la gestion des eaux souterraines. Donc, il faut qu'ils soient sensibilisés, qu'ils savent quels sont les risques en termes d'eau souterraine. Et si nous faisons cela bien, nous allons pouvoir rediriger les flux financiers vers des projets, des activités qui sont bénéfiques pour les eaux souterraines. Merci, Xavier. Merci, vous pouvez l'applaudir, bien évidemment. En effet, des messages très clairs de la part de Xavier. En effet, je pourrais citer rediriger les flux financiers sont des messages très clairs. Merci beaucoup. Alors, Xavier, vous avez parlé des entreprises. Alors, je vais donner la parole à notre collègue très bientôt, mais Astrid, vous ne pouvez pas voir cela, mais nous voyons votre visage à l'écran. Vous êtes en haut à droite de notre écran. Astrid est une spécialiste principale de l'environnement et chef de projet au FEM, le Fonds pour l'environnement mondial. Mais je me tourne maintenant vers Dimitri Poziadev, conseiller technique principal du Fonds d'équipement des Nations Unies, le FENU. Dimitri, alors vous avez très peu de temps, mais pourriez-vous nous parler de l'initiative Blue Peace Finance, donc financement bleu pour la paix? Merci. Alors, cette initiative concerne l'accès au marché de capitaux nationaux pour financer une obligation de développement dans une région spécifique. Alors, cette initiative qui a été mise en œuvre grâce au soutien de la Suisse travaille avec les organismes de bassin. Alors, il est très rare que les organismes de bassin aient accès à des marchés de capitaux. Deuxième chose à souligner, il faut également citer le secteur de l'eau et les aspects économiques. Comme tout autre secteur, il y a des liens possibles au sein du secteur de l'eau. Et notre initiative permet de faire de liens avec d'autres domaines, tels que par exemple l'irrigation, le transport et d'autres domaines encore. Ce sont des activités qui sont directement liées à la gestion de l'eau et aux eaux souterraines. J'aimerais également souligner que cette initiative inclut des projets très divers en termes de... Et la nature du projet fait qu'il y a donc une combinaison des différents projets en termes de retour sur investissement. Et c'est un projet qui, je dois le souligner, est très intéressant en termes de justice sociale. C'est à souligner. Il n'y a également pas de garantie souveraine au sein de ce projet. Et cela a permis de faciliter le processus tout entier. En effet, il aurait été très difficile d'obtenir des actions réglementaires de la part des gouvernements au sein de cette région-là, la région des bassins. Merci, Marc. Alors, c'est une initiative très intéressante. Vous auriez pu nous en parler pendant beaucoup plus longtemps et vous avez fait un résumé très court. Merci. Et Nino
et d'autres. Si vous nous écoutez, je pense qu'il nous faut organiser une autre séance sur la finance. En effet, nous pourrions écouter ces panélistes pendant presque 2 heures chacun et pourtant nous avons très peu de temps aujourd'hui. Merci. Cheryl, en effet, nous avons parlé lors du panel précédent, l'innovation, mais nous n'avons pas parlé de l'innovation financière et les initiatives innovantes dans la finance. Et pourtant, tout ça est lié, évidemment. Alors, Cheryl, quel est le rôle du secteur privé dans le financement des eaux souterraines? Alors, Cheryl est conseillère au CEO Water Mandate, qui est une initiative de l'ONU. Merci. Merci d'avoir souligné le manque d'innovation dans le financement de l'eau. En effet, nous soulignons cela à travers notre nouvelle initiative qui est la Coalition de la résilience de l'eau, qui met en place une stratégie très innovante en termes de financement. Mais je voulais vous parler donc du rôle que le secteur privé pourrait jouer dans le secteur de l'eau. Alors, comme vous le savez, il y a un manque d'innovation, mais également un manque de produits d'investissement, un manque d'investissement diversifié et d'opportunités de financement. Si l'on se tourne vers le financement de l'environnement ces 10 dernières années, la trajectoire de ce secteur est assez intéressante. En effet, des produits d'investissement ont été tout simplement créés ces 10 dernières années et cela permet plus d'opportunités et de diversité pour les investisseurs. Alors, si l'on prend les chiffres de 2020, je sais que tout cela a augmenté, mais 632 000 milliards investis dans le financement de l'environnement chaque année. Et la moitié de ce chiffre-là vient du secteur privé. Donc, nous voyons des réelles mutations qui permettent au secteur privé d'investir dans le financement, d'investir dans l'environnement. Alors, la Coalition résiliente de l'eau, projet que nous avons lancé, s'est intéressée au financement du secteur privé dans la résilience de l'eau. Notre coalition est une initiative de leadership. En 2020, des directeurs d'entreprise se sont rendus compte qu'ils devaient être plus ambitieux et qu'ils devaient investir plus dans la résilience hydrique. Et donc, cette initiative permet d'augmenter l'investissement du secteur privé dans la résilience hydrique, et ce, à travers différents éléments. Premièrement, des investissements collectifs dans les bassins où les entreprises ont pris des engagements pour travailler main dans la main et investir ensemble et travailler avec des conseillers d'investissement pour créer des produits d'investissement qui vont leur permettre d'investir de manière plus efficace et également de manière plus durable. Les capitaux des secteurs privés vont permettre aux entreprises dans le secteur privé à plus investir. Il y a différents types de capitaux, évidemment, également. Nous identifions donc les différents produits d'investissement et les entreprises que nous avons identifiées qui veulent investir plus. Pour le moment, ce projet est assez limité en termes d'opportunités, mais nous ne laissons pas cela nous décourager. Nous travaillons avec différentes parties prenantes. D'ailleurs, j'ai trouvé les présentations de mes collègues de la Banque de développement d'Amérique latine, par exemple, ou de mes autres collègues très intéressantes. En effet, ces produits financiers sont des produits financiers dans lesquels différents investisseurs peuvent investir. Merci. Merci beaucoup. Vous avez été très rapide. Merci à vous. C'était très intéressant. En fait, vous parliez de l'investissement du secteur privé. Il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. Nous avons un dernier intervenant et c'est très important. Donc, je demande aux organisateurs si nous pouvons
prendre quelques minutes de plus parce que nous avons commencé en retard. Oui, Teresa me dit oui, très bien. Alors maintenant, tournons-nous vers ce visage qui apparaît derrière moi. Il s'agit d'Astrid Hillé, qui est spécialiste de l'environnement et gestionnaire de programmes au Fonds pour l'environnement mondial. She is Senior Environmental Specialist at the International Waters at the Global Environment Facility. It's a good link from what Cheryl was talking about. Et donc, c'est un excellent point de vue qui va être présenté. Astrid, vous nous entendez? Nous vous contactons depuis Paris et nous vous entendons parfaitement bien également. Astrid, avez-vous remarqué qu'il y avait une meilleure reconnaissance du rôle des eaux souterraines pour atténuer le changement climatique, notamment dans le cadre des projets soutenus par le FEM au cours des dernières années? Merci. Merci d'avoir organisé cet événement remarquable. Il faut effectivement se pencher sur les eaux souterraines. Nous nous intéressons particulièrement aux aquifères transfrontaliers et les eaux internationales. Nous ne travaillons pas de manière isolée. Nous avons 18 agences qui nous aident. Il y a la FAO, la Banque mondiale, la CAF, des organisations des Nations unies, des banques interrégionales, des ONG, des banques de développement qui participent à cette initiative. Ce projet ne porte pas seulement sur le changement climatique, ou plutôt, le changement climatique n'est pas le seul facteur, il y a d'autres facteurs qui font pression sur ces ressources. Mais il y a l'agriculture, il y a l'approvisionnement urbain et il y a également l'énergie. L'interprète présente ses excuses, mais le son étant de mauvaise qualité, c'est difficile d'avoir toutes les informations, mais l'interprète fera de son mieux. Le changement climatique est donc un facteur, mais il y a une combinaison de facteurs. Il faut plus d'investissement. Le domaine des eaux internationales nous a permis de constater un changement entre 2010 et 2022. Il y a de plus en plus de projets qui portent sur les eaux souterraines. Nous parlons de centaines de millions de dollars qui sont alloués à ces projets. Des initiatives sont lancées. Il y a, par exemple, des projets sur les eaux de surface et les eaux souterraines transfrontalières. On s'intéresse aux implications juridiques, on s'intéresse aux deltas, aux plus petits aquifères. Et on s'intéresse également au PEID. Comme cela a été dit, nous devons nous intéresser à tout type de projet. Nous n'avons pas vraiment d'idée des chiffres. C'est difficile d'évaluer les ressources. Les projets sur les aquifères dépendent de ces évaluations. Il faut que ce soit clair pour les deux parties. Cela facilite les engagements et les investissements. Et cela permet une évaluation publique, mais cela n'implique pas nécessairement une action par la suite ou une coopération par la suite. Il y a une limite aux capacités de gestion et au niveau des systèmes de gouvernance nationaux. Deux intervenants avant moi ont parlé des capacités.
Au niveau national, il n'y a pas assez d'informations. Au niveau de la gestion, pas assez de connaissances des utilisateurs, pas assez de connaissances des besoins futurs. Il n'y a pas assez de gouvernance non plus. Si tout ceci n'est pas réuni, c'est difficile d'assurer la gestion et la gouvernance transfrontalière après l'évaluation. Malheureusement, je dois vous arrêter là, Astrid, mais vous avez parlé de la gouvernance et des besoins nationaux et locaux en termes de capacité. C'est un thème essentiel et cela a été dit par d'autres intervenants. Astrid, I'm so sorry. J'ai juste une remarque à faire, si vous me le permettez. Go on, and because it's you. J'aimerais insister sur l'idée de la qualité des eaux souterraines. Notre génération ne sera peut-être pas touchée, mais la génération suivante sera touchée de plein fouet. Ce sera difficile de nettoyer les eaux souterraines. Cela va coûter cher, donc il faut en parler. Merci. J'encourage donc tout le monde à vous renseigner sur le FEM. Moi, j'en ai beaucoup appris, donc si vous ne connaissez pas ce fonds, je vous encourage à vous renseigner. Bon, maintenant, je crois que je vais vraiment me faire taper sur les doigts si je ne m'arrête pas là, donc je remercie les panélistes. Merci beaucoup. Merci au ministre, merci à Marie-Laure, merci à tous. Je suis désolée, nous n'avons plus le temps, j'ai dû couper tout le monde, j'en suis navrée. Merci. Thank you very much.